l'enregistrement déjà. Et puis, je vais partager mon écran. Voilà, donc je suppose que tout le monde reçoit mon écran maintenant. Donc, Abiba, merci de surveiller la file d'attente pour autoriser les nouveaux venus, les retardataires. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme on l'avait commencé il y a 2 semaines, on avait donc abordé ce que c'était que le système de serveur Racine. Et en gros, on avait expliqué, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui n'y étaient pas non plus, en gros, on avait expliqué ce que c'est que DNS d'abord, le système des noms de domaine, qui est donc l'équivalent de l'annuaire qui permet de faire la translation des adresses IP, des noms de domaine en adresse IP. Et bien sûr, il y a la partie inverse du DNS aussi qui permet donc de faire l'opération inverse, à savoir la translation donc d'adresse IP en nom. Alors, on a expliqué que le système des noms de domaine existe depuis 1983, le premier serveur Racine, parce que c'est un arbre inversé qui commence donc par la racine qui est matérialisée par le fameux point. On avait dit, je pense que je vais rapidement afficher ça, voilà. On avait dit donc que cet arbre, ce fameux arbre DNS a pour racine le point et tout commence par ce point-là. On avait parlé également des noms de domaine de premier niveau qui sont justement enregistrés au niveau de cette racine-là. Ils sont un peu plus de 1500 aujourd'hui dans le monde, à savoir un peu plus de 300 pour les noms de domaine pays, ce qu'on appelle les CCTLD, comme par exemple le point CI, le point CM ou le point BJ pour donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun ou le Bénin, le point FR pour la France, le point US pour les États-Unis, etc. Et puis, on avait parlé de ce qu'on appelle les noms de domaine génériques, les GTLD, donc qu'on connaît souvent beaucoup plus classiquement, le .com, le .org, le .net, d'accord, qui faisaient partie donc des 23 noms de domaine génériques qu'on appelle legacy, les anciens noms de domaine génériques. Et puis, en 2012, ICANN, pour pouvoir favoriser essentiellement la compétitivité, pour permettre aux utilisateurs de pouvoir avoir plus de choix, d'accord, en termes de sélection des noms de domaine où il fallait faire leur enregistrement, eh bien, ICANN a lancé un processus pour augmenter le nombre de noms de domaine génériques de premier niveau. Et on est passé, en gros, il y a eu 1200 nouveaux noms de domaine génériques qui ont été acceptés. Donc, c'est ce qui fait qu'au niveau de la racine, le point aujourd'hui, on a, je pense, 1508 ou 1509 noms de domaine. En gros, il y a un fichier qui est accessible, c'est le fichier des noms de domaine, donc de la racine. C'est accessible, c'est public sur Internet. Je pense qu'à la fin de la présentation, il y a un lien pour les curieux pour pouvoir y accéder. Et là, vous allez voir le point CI, le point FR, le point BJ, le point com, le point hôtel, le point Africa, etc., etc., avec les adresses IP, donc des serveurs qui gèrent ces différents domaines-là. Et on avait expliqué en gros que le DNS était une ressource critique d'Internet globalement. Alors, on va donc partir sur là où on s'était arrêté la dernière fois, donc les instances racines qui sont déployées. C'est vrai que la présentation de la dernière fois abordait plutôt l'Afrique de l'Ouest, mais je pense que j'ai mis à jour et puis on va plutôt aborder brièvement les instances de la racine donc, qui sont déployées en Afrique sur l'ensemble du continent. En gros, on a 110 instances de serveurs racines qui sont donc déployées dans le monde entier. Pardon, en Afrique. Dans le monde entier, c'est un peu plus de 1000 instances racines aujourd'hui. Alors, pour ceux qui se souviennent, lors du cours précédent, on avait dit qu'il y avait, au fil du temps, donc depuis 1983 jusqu'à 1997, il y a eu 13 serveurs racines officiellement, d'accord, physiquement. Et chacun de ces serveurs est nommé par les lettres de l'alphabet, de la lettre A jusqu'à la lettre M, d'accord.
Donc, il y a toute une histoire derrière ça. Pour ceux qui se souviennent, on avait donc fait l'historique de ces 13 serveurs. Comment est-ce qu'on est parti du premier serveur Racine de 1984 qui a été installé par Paul Mokapetris jusqu'au dernier serveur Racine de la lettre M. C'est vrai qu'aucun de ces serveurs-là officiellement n'existe en Afrique, mais depuis quand même 2000, le début des années 2000, il y a une technique qu'on appelle Anycast et qui permet donc de pouvoir dupliquer le même serveur, de pouvoir avoir physiquement le même serveur à différents endroits du monde. Donc, grâce à cette technique Anycast, on arrive maintenant à avoir plusieurs instances du même type de serveur. Si je prends le cas du serveur L que ICANN gère, par exemple, on a environ 300 instances dans le monde. Et rien qu'en Afrique, il y a une bonne trentaine, je pense, d'instances du L. Donc, on va parcourir ensemble et puis vous allez voir comment est-ce que tout ça se présente physiquement en Afrique. Mais il y a un constat déjà et c'est le moment d'interpeller les participants à ce webinaire qui vont constater que, par exemple, leur pays ne présente pas d'instance de serveur Racine. Ce serait bien qu'ils puissent militer en local au niveau des opérateurs, par exemple, pour que, eh bien, on puisse avoir une instance de serveur Racine chez eux. Donc, en Afrique du Nord, en gros, il y a 8 instances de serveurs Racine qui existent. Souvenez-vous, on avait partagé le site web où vous pouvez aller voir toutes les informations qui concernent donc la racine du DNS. C'est www.root-server.net. Je vais écrire ça dans le chat très rapidement. Okay, donc, root-servers.net. Donc, vous pouvez aller là-bas et puis vous aurez toutes les informations donc, qui concernent les serveurs Racine. Et donc, en Afrique de l'Est, il y a un peu plus donc, je vais revenir sur le schéma antérieur. Voilà. Donc, en Afrique du Nord, on a 8 instances. En Afrique du Sud, ils sont très dynamiques là-bas. Il y a une cinquantaine d'instances de serveurs Racine. En Afrique de l'Est, il y a une trentaine. En Afrique de l'Ouest, il y a 22. Et puis en Afrique du Centre, il y en a également 8. Okay. Donc, voilà un peu les pays dans lesquels vous avez donc les instances en Afrique de l'Est. Il y en a à Djibouti, il y en a au Burundi, en Ouganda, ou encore. Oui, au Kenya, il y en a beaucoup au Kenya. Les 14 que vous voyez en bas en jaune, en fait, quand vous partez sur le site, vous avez la possibilité d'élargir la carte et vous allez vous rendre compte que les 14 vont se détacher et vous allez voir un peu plus clair sur la distribution. En Afrique de l'Ouest, je pense qu'on avait déjà parcouru la dernière fois. Donc, au Sénégal, il y en a 6. En Côte d'Ivoire, vous en avez 3. 2 instances du L et une instance du D. Au Burkina Faso, il y en a 2. Au Bénin, il y en a 1. Au Nigeria, il y en a 5. Voilà, à peu près donc la répartition. Donc, pour ce qui concerne l'Afrique du Centre, il y en a 1 en République démocratique du Congo, 1 au Gabon, et puis il y en a 6. Luanda, c'est l'Angola. Voilà. Donc, il y en a 6 là-bas. Alors, sur certaines distributions géographiques, vous pouvez voir l'Angola qui est plutôt classé comme un pays de l'Afrique du Sud. Donc, suivant cette répartition-là, vous pourriez voir... Oups. Allô? Allô? On vous entend très bien. Moi, je pense qu'il y a eu un petit souci. Désolé. C'est ça. Je vais le régler rapidement. Donc,
Là, je reviens sur le screen sharing. OK, super. Donc, je disais, en Afrique du Sud, comme on l'expliquait, ils sont assez dynamiques là-bas et vous voyez un peu la répartition, comment est-ce que c'est. Alors, s'agissant de la gouvernance du système de serveurs Racine, on a dit qu'il y a 13 instances de serveurs Racine, pour ceux qui se souviennent, qui sont gérées par 12 opérateurs. Donc, ceux qui gèrent les serveurs Racine, on les appelle les opérateurs de serveurs Racine. Et VeriSign, que vous connaissez très bien, qui est très connu dans l'écosystème Internet, VeriSign gère deux instances, en fait. Il gère l'instance A et l'instance J. D'accord? Mais il se fait qu'en fait, depuis la mort de John Postel en 1998, pour ceux qui se souviennent, John Postel fait partie c'est l'un des deux qui ont conçu le système des noms de domaine DNS avec Paul Moka-Petris. Et John Postel, c'est en fait lui qui gérait le DNS depuis l'époque, depuis 84-85. Donc, techniquement, quand il fallait créer un nom de domaine à la racine, donc un top-level domaine, que ce soit un code pays ou un GTLD, donc les .org, .net et consorts, c'est lui qui le faisait. Mais quand il est décédé en 98, on a eu un sérieux problème. Bon, je ne vais pas vraiment dire que c'était un problème, mais il y a eu un vide qui a existé parce qu'il n'y a pas eu un processus qui définissent comment est-ce qu'on allait gérer, on allait continuer à gérer la racine. Et c'était vraiment, je vais dire ça nous a laissé dans un certain vide. Mais heureusement, comme il y avait déjà assez d'instances de serveurs racines, et puis de A jusqu'à M étaient déjà assignés à des opérateurs, il n'y avait pas vraiment eu de problème en tant que tel. Donc, la continuité de service n'a pas été interrompue. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas comment est-ce que, par exemple, si un opérateur décide, parce qu'il est fatigué, d'abandonner la gestion de l'instance qu'il gère, comment est-ce qu'on fait? On ne sait pas cela. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui reste un point d'interrogation pour lequel la communauté Internet doit pouvoir répondre. Mais fort heureusement, il y a le RSAC. Le RSAC, c'est le Root Server System Advisory Committee. En français, c'est comité de conseil, en fait. C'est un comité consultatif du système de serveurs Racine. Donc, c'est une des entités, c'est un des groupes au niveau de la communauté d'ICANN et qui fournit au conseil d'administration de l'ICANN et à la communauté de façon globale des avis et des conseils donc sur les différentes questions qui sont liées au fonctionnement, à la gestion et à la sécurité du système de serveurs Racine. Donc, en gros, ce fameux comité-là est composé des 12 opérateurs de serveurs Racine. On les avait déjà vus la dernière fois. VeriSign, ICANN, ISI, ISC, le département de la défense américain, etc., etc. Donc, ces 12 opérateurs ont un représentant au niveau de ce comité-là. Et puis, il y a également 4 autres personnes. L'un qui est la personne qui coordonne la relation entre ce groupe-là et l'IANA. L'IANA, pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait c'est le service qui gère la distribution des adresses IP, mais qui gère également l'assignation des noms de domaine de premier niveau. IANA qui a changé de nom en 2016-2017, qui est devenu donc PTI. Une autre personne qui assure la liaison avec VeriSign s'appelle le Root Zone Maintainer. Enfin, c'est VeriSign qui est le Root Zone Maintainer. On va voir un schéma tout à l'heure où tout ça sera un peu plus clair. Il y a une troisième personne qui assure la liaison avec l'Internet Architecture Board. Ça, c'est aussi une autre entité au niveau de la communauté Internet. Et puis, une quatrième personne qui assure donc la liaison avec un autre groupe qui, lui, s'occupe de la sécurité et de la stabilité d'Internet, donc de toutes les questions liées à la sécurité et à la stabilité qu'on appelle le SSAC. Et puis, il y a un autre groupe qu'on appelle le RSAC Caucus. Donc, le caucus, c'est un ensemble de personnes
qui disposent d'une certaine expertise au niveau du DNS. C'est des volontaires et qui sont là en fait pour assister donc les membres du RSAC dans leur travail quotidien. Donc, essentiellement, qu'est-ce que les membres du RSAC Caucus font? Ils participent à l'élaboration des documents. Quand on doit faire certaines mesures techniques, ils se portent volontaires pour pouvoir les faire. Quand il faut les interpréter également, quand il faut élaborer un certain nombre de documents liés à la gestion, à l'amélioration des opérations au niveau du système de serveur Racine. Il y a 7 Africains qui font partie de ce RSAC Caucus-là. J'en fais partie depuis le début de l'année. Donc, j'ai postulé en novembre au cours de ICANN 66 où j'avais fait une présentation sur un certain nombre de travaux que nous faisons au Bénin ici dans la communauté. Suite à cela, quelqu'un du RSAC m'avait invité donc à postuler vu que j'avais un certain nombre de compétences que j'étais en train de développer. Et donc, c'est comme ça que j'ai été admis. Parce qu'en fait, il faut, et c'est le moment d'inviter ceux qui travaillent, ceux qui s'investissent vraiment dans le DNS. Vous pouvez postuler. Vous pouvez postuler. Il y a essentiellement un document que vous devez remplir qui est en fait ce qu'on appelle le Statement of Interest. C'est l'avis d'intérêt, voilà, la manifestation à l'avis d'intérêt où vous spécifiez en fait ce que vous faites déjà dans le DNS et pourquoi vous êtes intéressé à rejoindre ce groupe-là, RSAC Caucus. Il y a 7 Africains aujourd'hui. Je pense que nous sommes 2 Béninois, 2 ou 3 Béninois. Il y a un Nigérian que je connais aussi très bien, que vous connaissez certainement, Abdul Karim Oyodele, pour ceux qui sont dans la communauté. Il y a mon collègue Paul Mouchene également qui est membre du caucus. Il y a 1 ou 2 Tunisiens, etc. C'est ouvert pour peu que vous vous intéressiez au DNS. On veut plus d'Africains également pour participer à ces équipes-là, à ces comités-là. Donc, le RSAC, justement, a défini un document en 2017 qui était une proposition de modèle de gouvernance pour le système de serveur Racine. Et en gros, dans ce document, ils ont défini 5 fonctions pour pouvoir assurer donc, le fonctionnement du système de serveur Racine. Et bon, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans ces 5 fonctions, c'est vraiment la fonction de désignation et de retrait d'un nouvel opérateur. Donc, c'est vraiment la grande innovation. Et le document est en train de suivre son cours. Le board d'ICANN, le conseil d'administration d'ICANN a partagé ce document-là avec la communauté en 2018. Ceux qui sont dans la communauté ont certainement eu l'occasion de pouvoir faire des commentaires, de pouvoir partager leur point de vue par rapport à ce que le RSAC a défini dans ce document. Et il y a un groupe de travail qui a été mis sur pied depuis fin 2018 et qui doit travailler jusqu'en 2022 pour élaborer une feuille de route finale sur ce qui sera le comité de gouvernance donc de la Racine. Et c'est bien que des gens puissent participer à ce genre de travaux-là. C'est vraiment intéressant. Et ça permet à l'Afrique aussi de pouvoir dire son mot dans la gestion globale d'Internet. C'est vraiment très important. Donc, la distribution de la zone Racine, j'en parlais tantôt déjà tout à l'heure. Donc, prenons le cas typique du point CI, d'accord? Le point CI qui est géré au niveau de la RTCI, je pense, l'autorité de régulation, il doit avoir le service qui gère ça. Donc, le jour où ils voudront faire des changements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le directeur de ce service-là va envoyer une requête de changement à l'IANA. Donc, l'IANA va recevoir la requête et va observer et va essentiellement discuter avec le manager pour vérifier l'utilité de ce changement-là. Et une fois que tout est correct, ils vont maintenant demander aux root zone mainteneurs d'implémenter ce changement. Les changements, ça peut être par exemple, OK, on a ajouté un nouveau serveur pour assurer la résilience, la redondance du point CI. Il faut que dans le fichier Racine, que vous puissiez publier ce nouveau serveur-là. Eh bien, le point CI va envoyer la requête donc à l'IANA et l'IANA va analyser la requête, s'assurer que c'est bien et ensuite va donc demander à VeriSign, qui est le root zone mainteneur, de pouvoir implémenter. Une fois qu'il implémente, le fichier de zone est mis à jour et puis les différents opérateurs de serveur Racine de A jusqu'à M
vont récupérer le nouveau fichier de zone et vont distribuer ça donc à travers le monde entier. Et c'est comme ça que quand vous allez avoir besoin d'aller sur un nom de domaine .ci, vous allez pouvoir donc être servi sans difficulté. C'est une fonction qui est extrêmement importante. Sans ça, Internet ne peut pas marcher. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance, même en 2020, en début d'année, il y a une partie d'Internet qui avait été paralysée parce que de gros opérateurs de DNS avaient été piratés. Et ça avait fait vraiment le tour du monde. Donc, le DNS est une ressource extrêmement critique pour le fonctionnement d'Internet. Donc, on parlait tout à l'heure de la zone racine. Pour ceux qui sont vraiment intéressés, on a dit qu'il y a 1200 noms de domaines génériques, les .home, .paris, .africa, .academy, les voilà, ils sont 1200. Les noms de domaines pays, ils sont 308. D'accord? Et puis, le graphique du bas, le camembert du bas, c'est vraiment pour voir un peu le DNSSEC. On va en parler dans les prochaines éditions de ce webinaire-là. Donc, il y a en gros environ 1300 qui ont signé DNSSEC. DNSSEC étant le protocole de un protocole de sécurité au niveau donc, du DNS. Il y a une nouvelle technologie parce qu'on a constaté que le temps que les serveurs dans vos pays respectifs ou dans nos pays respectifs puissent contacter un serveur racine, il peut y avoir des délais qui peuvent varier selon l'emplacement, selon les performances du réseau et tout. Donc, la technologie ne cesse d'évoluer. Il y a un nouveau concept qu'on appelle hyperlocal qui permet en fait de récupérer le fichier de zone de la racine et directement de mettre ça sur votre serveur resolver. Si vous vous souvenez, on a dit que le resolver, c'est le serveur auquel votre ordinateur s'adresse pour avoir, par exemple, je vais aller sur www.facebook.com, mais comment votre ordinateur sait à quel ordinateur dans le monde il doit s'adresser. Donc, il va d'abord demander au resolver dans votre réseau pour que le resolver lui dise chez qui se trouve www.facebook.com. Mais on avait dit que ce resolver lui-même n'a pas les réponses. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que lui-même, il pose beaucoup de questions, il fait beaucoup de va-et-vient dans le monde pour pouvoir avoir la réponse. Et c'est quand il obtient la réponse qu'il retourne vers votre ordinateur. Alors, le temps de poser toutes ces nombreuses questions va-et-vient entre le resolver et les différents serveurs dans le monde entier, c'est du délai, c'est du temps qui est en train de partir. Vous, tout ce que vous avez demandé à votre ordinateur, c'est « je veux www.facebook.com » et vous attendez sur votre ordinateur qu'il vous affiche le site web. Donc, vous vous en foutez pas mal qu'il perde du temps ou pas. Vous voulez que ce soit très rapide. Et pour que ce soit rapide, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas alors récupérer les informations du système racine pour envoyer ça sur le resolver? Et là, on va lui éviter en tout cas de faire trop de va-et-vient en termes de questions. Il va en faire très peu parce qu'une partie de la réponse est déjà directement chez lui. C'est un peu le concept de hyperlocal. Et il y a des opérateurs qui commencent par déployer ça et on a vu que ça améliore quand même un peu les performances. Maintenant, c'est vrai, vous savez, une technologie vient toujours avec son lot de, je ne vais pas dire de problèmes, mais également son lot de difficultés. Donc, oui, hyperlocal est bien, mais il y a quelques difficultés, comme par exemple, il introduit une certaine fragilité parce que le fait de déployer un autre service, ça fait deux services que vous déployez sur le même serveur, ça devient un peu compliqué à gérer et rapidement les choses peuvent tourner mal. Mais toujours est-il que quand tout est bien contrôlé, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Donc, les resolvers en question qui sont dans nos différents réseaux, que ce soit au service, même à la maison, peut-être sur votre petit boîtier ADSL ou votre petite box fibre optique, vous avez un resolver qui est là en fait. Vous ne le savez pas, mais généralement, il y a un resolver qui est là en local. Et lui, il doit aller contacter justement les serveurs racines. Mais comment est-ce qu'il fait pour cela?
Alors, il a un fichier, en fait, dans sa configuration, il a un fichier qui comporte les adresses IP des différents serveurs racines. Et donc, c'est comme ça que lui, au moins, il ne s'adresse pas à quelqu'un avant de pouvoir connaître les serveurs racines. Il a déjà ça dans sa configuration. Et donc, la première fois, quand on le démarre, eh bien, il consulte ce fichier et il sait directement comment contacter un serveur racine. Une fois qu'il arrive à contacter un serveur racine, ça lui permet de commencer son travail. Il a au moins le premier point de contact avec lequel il peut commencer par dialoguer pour pouvoir obtenir les réponses aux questions que vous posez. Les questions que vous posez étant, je vais aller sur artci.ci, je vais aller sur yahoo.fr, je vais aller sur twitter.com, etc., etc. Donc, en gros, voilà un peu le fichier root hint, le fameux fichier qui est dans les resolvers. Donc, tous les resolvers ont généralement ce fichier-là, généralement. Et c'est ça qu'ils vont lire pour trouver donc l'adresse IP et puis démarrer leur travail. Tout ça est bien et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a environ un peu plus de 100 instances de serveurs racines en Afrique. Ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de pays qui n'en ont pas encore. On a vu que c'est surtout les pays côtiers qui en ont parce qu'il y a des stations de câbles sous-marins qui sont là. Donc, les réseaux sont généralement un peu plus avancés. Mais les pays qui ne sont pas côtiers ont encore plus de raisons justement à avoir une instance de serveur racine. Pourquoi? Parce que avoir une instance de serveur racine chez vous permet de réduire l'utilisation de la bande passante Internet pour les requêtes DNS. Mais ça réduit également les temps de réponse aux requêtes DNS. On a dit tout à l'heure que votre ordinateur, vous avez tapé www.artci.ci, mais votre ordinateur pose d'abord une question au resolver. Et le resolver lui-même, parce qu'il n'a pas la réponse, il doit poser peut-être 7 ou 8 questions d'abord avant d'obtenir la réponse finale et de revenir vers votre ordinateur. Vous voyez? Donc, ça fait beaucoup de travail. Et si vous hébergez une instance de serveur racine chez vous, plutôt que de poser 7 questions, il peut se retrouver à en poser 5 par exemple. Donc, c'est déjà, ça réduit déjà les temps de réponse. Et bien sûr, lorsque vous hébergez une instance de serveur racine, ce n'est pas vous seul qui en bénéficiez, ce n'est pas votre opérateur seul qui en bénéficie, mais les opérateurs voisins également en bénéficient. Donc, vous contribuez ainsi en fait à la sécurité, à la résilience d'Internet de façon globale. Donc, voilà les 3 principales motivations qui devraient nous inciter à héberger une instance de serveur racine chez nous. Et ce n'est pas forcément dans votre réseau en tant qu'utilisateur où vous allez penser que parce que vous êtes un simple utilisateur, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous pouvez aller sur le site www.root-serveur.net, vérifier que votre pays a bien une instance de serveur racine. S'il n'y en a pas, vous pouvez engager les discussions au sein de la communauté où vous pouvez essayer de voir les opérateurs de votre pays pour donc engager les discussions et les inciter à pouvoir mener les démarches. Les démarches, on va voir tout à l'heure comment est-ce que ça se fait. Donc, ces démarches-là ne sont pas compliquées. Pour peu qu'il y a quand même des points d'échange ou qu'il y a, par exemple, même des universités peuvent mener les démarches pour pouvoir héberger une instance de serveur racine. Université, pourquoi? Parce que généralement, dans les universités, vous voyez, il y a beaucoup d'utilisateurs d'Internet et généralement, c'est des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, les forfaits Internet, vraiment, on utilise ça à l'octet près, au bit près. Et pour ces raisons, donc, c'est bien que des entités comme des universités puissent donc mener des démarches pour héberger des serveurs racines. Sinon, de façon classique, les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet peuvent également mener des démarches. Mais la communauté en elle-même peut mener des démarches. Parfois, les opérateurs sont tellement occupés dans leurs opérations quotidiennes que peut-être ils ne sont pas au courant de ça, ou bien ils n'ont pas le temps de pouvoir faire ça. Donc, la communauté peut se mobiliser et essayer d'aider les opérateurs à mener donc ces démarches-là. Et généralement, il faut juste une personne ou une équipe pour pouvoir faire le suivi.
c'est vraiment une question de suivi parce que ça peut prendre, en fonction du dynamisme et des conditions je vais dire, de discussion, de collaboration, ça peut prendre quelques mois ou ça peut prendre une année, par exemple. Donc, de façon globale, les critères de déploiement d'une instance de serveur Racine sont laissés à chaque opérateur de serveur Racine. On a dit qu'il y en a 12 dans le monde. Donc, chaque opérateur définit ses propres règles de déploiement et de façon générale même de gestion en fait de ces instances dans le monde. Maintenant, pour ce qui concerne ICANN, on a deux objectifs principaux qui justifient notre contribution au système de serveur Racine. C'est de soutenir donc la communauté Internet de façon générale dans le monde, en plaçant donc des instances dans des emplacements diversifiés, variés dans le monde, mais également de soutenir la résilience d'Internet de façon globale. Soutenir la résilience d'Internet, mais soutenir donc la résilience de ce service qui est le DNS pour éviter, par exemple, ou pour en tout cas permettre qu'il puisse être résistant aux attaques de type déni de service distribué, parce qu'il y a des gens qui sont souvent mal intentionnés et qui veulent donc empêcher les services de pouvoir fonctionner de façon normale. Et donc, ICANN, en assistant, en participant au déploiement Anycast, donc des instances de serveurs DNS, Racine, c'est de pouvoir participer à la résilience du DNS. Alors, IMRS, la dernière fois, on avait dit que IMRS, c'est le L, root server, et c'est le root server que gère ICANN. D'accord? Donc, de façon globale, ICANN accepte de déployer une instance de serveur Racine n'importe où, sauf chez les points d'échange Internet. Bon, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque opérateur de serveur Racine définit ses propres règles. Donc, c'est dans ce cadre-là que dans sa stratégie, ICANN a dit, moi, je ne veux pas vraiment déployer au niveau des points d'échange Internet. Bon, il y a un historique derrière ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que tout opérateur, que vous soyez un fournisseur d'accès Internet, que vous soyez une université, que vous soyez un réseau d'éducation, les National Research and Education Network, les réseaux nationaux d'éducation et de recherche, que vous soyez même une ONG qui milite donc dans le cadre d'Internet, vous pouvez engager des discussions avec ICANN pour pouvoir donc héberger une instance de serveur Racine. Généralement, le point de contact pour engager les discussions, c'est l'équipe qu'on appelle le GSE, le Global Stakeholder Engagement. En Afrique, on va voir tout à l'heure les personnes, je pense que c'est dans le slide qui suit. Et puis, vous allez donc mettre des visages et derrière les noms, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ces personnes-là que vous pouvez donc approcher pour manifester l'envie, le besoin, le désir de pouvoir héberger une instance de serveur Racine ICANN. Pour ça, il y a deux équipements, parce qu'une instance, c'est toujours sur un équipement que ça se déploie. Donc, il y a deux serveurs, deux modèles, je vais dire, de serveurs. Bon, pour ceux qui sont habitués au serveur, il y a une dimension, en fait, une dimension universelle qui permet de caractériser la taille d'un serveur. On parle d'une unité. Donc, c'est un petit serveur en termes de hauteur. Il prend juste un U. Et puis, il y a deux modèles. Il y a le grand modèle, enfin, le modèle large et le modèle moins large. Large en termes de longueur, mais la hauteur reste la même. Et donc, le petit modèle, lui, peut gérer jusqu'à 1 gigabit par seconde de trafic DNS. Généralement, il est indiqué pour un opérateur dans un pays et puis qui va partager le trafic donc avec les autres opérateurs. Mais le modèle Pandora, lui, il est beaucoup plus grand et généralement, on le déploie donc chez des gros opérateurs, ceux qu'on appelle les Tier 1, les opérateurs de niveau 1, donc qui permettent de pouvoir interconnecter beaucoup d'autres opérateurs dans le monde. C'est des opérateurs de transit, en fait, des gros opérateurs de transit. Donc, il y a beaucoup de trafic qui passe souvent chez eux et c'est pour ça que donc ce serveur peut gérer jusqu'à 10 gigabits par seconde de trafic DNS.
Maintenant, il y a quelques exigences techniques que ICANN va vérifier au niveau du réseau dans lequel vous souhaitez donc héberger une instance de serveur Racine de type ICANN. On va vérifier que vous pouvez fournir une connectivité IPv4 et IPv6. Idéalement IPv6 aussi, mais il y a des instances de ICANN et IMRS qui ont été déployées sans IPv6. Même en Côte d'Ivoire, par exemple, je me souviens bien, vous pouvez aller sur le site web root-server.net et vous allez voir si l'instance qui est installée a une adresse IPv4 et une adresse IPv6 ou bien si ça a une adresse IPv4 seulement. D'accord? BCP38, c'est aussi une autre... C'est une bonne pratique qui est souhaitée dans les réseaux. C'est pour filtrer en fait le trafic à la bordure des réseaux. Donc, ICANN va s'assurer que vous filtrez ce type de trafic-là à la bordure de votre réseau. Et ICANN recommande également de ne pas installer le serveur sur lequel donc, ils vont installer l'instance Racine, de ne pas l'installer derrière un firewall. Donc, ça doit être une connectivité vraiment directe vers le serveur. Il n'y a pas de redevance financière à proprement parler, à payer à ICANN, non. Mais celui qui accepte d'héberger une instance de serveur Racine accepte donc d'assurer certains coûts indirects qui sont liés à l'hébergement de ces serveurs, que ce soit la connectivité Internet. Bien sûr, on parle juste de requêtes DNS, donc c'est pas... cette connectivité dont on parle là n'est pas pour desservir des abonnés, non. C'est juste pour faire les mises à jour de la racine et c'est des fichiers très petits, ça ne pèse pas beaucoup. Donc, du point de vue de la connectivité, ce n'est pas très cher. L'électricité, par contre, il faut que le serveur tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, il faut assurer la maintenance matérielle éventuellement, peut-être que au bout peut-être d'une année ou de 2 années, un disque peut lâcher ou bien un ventilateur peut lâcher, il faut remplacer. Donc, ce n'est pas ICANN qui assure ces frais de maintenance-là, c'est l'opérateur qui décide d'héberger une instance de serveur Racine, donc qui va couvrir ces frais-là. Pour ceux qui désirent en savoir davantage, vous pouvez aller sur le lien que j'ai partagé là. Une fois que vous aurez la présentation, vous pouvez avoir accès à ce lien sans problème. Sinon, je pourrais vous le partager aussi dans le chat. Donc là-bas, il y a un peu plus de détails que ce qui est sur cette seule page du PowerPoint. Vous pouvez avoir beaucoup plus de détails qui concernent donc, comment est-ce que vous pouvez engager les discussions pour héberger une instance de serveur Racine de type ICANN. Alors, donc voilà le staff GSE et enfin le staff Afrique d'ICANN que vous pouvez contacter. Certainement, vous connaissez peut-être des noms, mais vous ne connaissez pas les visages. Ou peut-être aussi qu'au cours des réunions, vous avez vu déjà les visages, mais vous ne connaissez pas les noms. Donc, Pierre Dandinou, qui est le vice-président Afrique pour l'engagement des parties prenantes, GSE, avec pour collaborateurs Yaobi Atomou et Bob Ocheng. Et puis, Paul et moi-même qui avons rejoint donc ICANN récemment, mais dans le cadre d'un autre département. Donc, on ne travaille pas directement avec Pierre, mais on travaille régulièrement ensemble dans le cadre donc, des opérations sur le continent. Donc, si vous désirez héberger une instance de serveur Racine ICANN, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir qu'on va engager les discussions avec vous. Maintenant, si vous êtes intéressé par d'autres instances de serveur Racine, il y en a certaines qui sont ouvertes et qui sont disposées à accompagner. Donc, il y a le D, le E, le F, le I, le J, le K, entre autres. Vous pouvez aller donc sur les liens que j'ai mentionnés là et puis vous pourrez voir donc les exigences, je vais dire, ou les prérequis voilà, qu'ils demandent. Sinon, en général, en tout cas, comme on l'avait dit, chacun des opérateurs là, a ses propres ou sa propre politique pour pouvoir donc accompagner les opérateurs, que ce soit des points d'échange Internet ou que ce soit des opérateurs classiques, pour pouvoir donc héberger une instance de serveur Racine. En Afrique, il n'y a que
le cas, il n'y en a qu'une seule instance, c'est en Afrique du Sud. Et le cas exige par contre que vous ayez IPv4 et IPv6. C'est une obligation que K-Root Server a définie. Voilà, vous pouvez aller sur les autres liens et voir donc les contraintes et analyser pour voir ce qui vous arrange ou ce qui arrange votre opérateur. Sachant déjà, par exemple, que ICANN ne fait pas de partenariat avec les points d'échange donc pour ce qui concerne l'hébergement des instances de serveurs racines ICANN. Mais il y a d'autres opérateurs qui, eux, sont disposés et qui accompagnent. Donc, que ce soit des points d'échange, que ce soit les opérateurs réseau classiques, les fournisseurs d'accès, ou que ce soit même des instances de type académique, ou que ce soit même les gouvernements. Il y a des ministères, par exemple, des TIC, du numérique, qui ont mené les démarches et qui ont obtenu une instance de serveur racine. Il y a des agences du gouvernement, par exemple, dans certains pays, c'est l'autorité de régulation qui entend parler de ça et qui comprend que c'est une ressource qui est importante et puis qui mène les démarches. Donc, n'hésitez pas au niveau de la communauté à inciter vos différentes parties prenantes à pouvoir s'engager sur cela. Je voulais ajouter que dans le cadre de ICANN, par exemple, au niveau d'Afrinic, il y a un programme qui permet de pouvoir accompagner parce qu'on a dit qu'il y a un serveur à acheter. Parfois, les opérateurs ne sont pas financièrement capables de pouvoir, je vais dire, engager la dépense financière pour acheter le serveur. Surtout que certains, par exemple, ICANN dit ce n'est pas n'importe quel serveur que vous allez acheter et puis on va venir déployer la racine dessus pour vous. Non. Il y a un type de serveur particulier que vous devez acheter. Le coût, c'est dans les $2000, donc ça fait un peu plus d'1 million aujourd'hui. Certains opérateurs, par exemple, exigent que le serveur soit de type Dell. D'autres vont dire catégoriquement, on ne travaille pas avec du HP, on ne travaille pas avec autre chose, on travaille uniquement avec du Dell. Donc, encore une fois, chaque opérateur a ses exigences. Et les opérateurs de serveurs racines ne permettent pas aussi qu'on puisse, une fois que l'instance de serveur racine est installée dans votre réseau, ils n'autorisent pas que vous vous y connectiez pour changer les choses. Parce que si vous vous connectez et que vous faites mal quelque chose, ça peut empêcher la connectivité Internet de bien fonctionner dans le pays. Les résolutions DNS peuvent être perturbées. Donc, pour éviter ça et pour continuer à assurer leur rôle, qui est de maintenir Internet sécurisé, stable et résilient, ils évitent vraiment que les réseaux dans lesquels ils ont déployé les instances de serveurs racines puissent se connecter. Donc, c'est vraiment l'opérateur de serveur racine, lui seul, qui, à distance, fait toutes les configurations et s'assure que le serveur est opérationnel. Maintenant, vous, en tant qu'hébergeur de serveur racine, vous pouvez mettre, par exemple, votre système de monitoring pour vous assurer que le serveur tourne bien et que les services fonctionnent bien sur le serveur. C'est généralement le gros travail donc, que l'hébergeur va faire, s'assurer que la climatisation fonctionne bien, s'assurer que le serveur, il n'y a pas des alarmes physiques sur le serveur et qu'il n'y a pas des interfaces défectueuses, par exemple, etc. Donc, on est quasiment à la conclusion de cette présentation. En gros, oui, c'est vrai qu'au fil de ces 30 dernières années, le système de serveur racine est devenu une infrastructure solide et robuste, très redondante, c'est vrai, mais la redondance n'est pas encore terminée. On a vu qu'au niveau de l'Afrique, on a encore beaucoup de fossés à rattraper, à combler. Il y a beaucoup de pays qui ne disposent pas d'instance de serveur racine. Si vous allez sur le site web des serveurs racines, vous allez voir, quand vous vous amusez un peu avec la carte,
vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de serveurs racines en Amérique latine, par exemple. En Amérique du Nord, n'en parlons même pas. En Europe, là, c'est vraiment la totale. Et on constate clairement sur cette carte-là que l'Afrique est sous-représentée et notre connectivité en dépend. Donc, plus on déploie d'instances de serveurs racines dans nos différents réseaux, mieux on améliore un tout petit peu la qualité de l'expérience utilisateur de façon globale. Et donc, c'est un défi pour nous sur le continent de pouvoir militer, de pouvoir batailler pour inciter nos différents opérateurs, nos différentes universités à pouvoir donc aller sur les sites de ces différents opérateurs de serveurs racines et de voir aussi les différents programmes qui existent pour aider à acheter le matériel, par exemple. Il y en a en général, pour peu que, en tout cas, on se documente. Et c'est le travail de la communauté. Par exemple, ce travail que le FGI Côte d'Ivoire est en train de faire pour informer la communauté, ça, c'est déjà un travail qu'il faut louer. Donc, il faut pouvoir porter l'information au niveau de ceux qui sont capables de pouvoir mener les démarches. Parce que souvent, une chose est d'avoir l'information, l'autre chose est d'avoir le pouvoir de mener les démarches pour exécuter cette information ou pour bénéficier de cette information. Donc, la communauté va souvent faire son travail qui est d'aller chercher l'information, mais également de la porter aux décideurs, de la porter aux voix autorisées et de continuer à maintenir vraiment la pression, de maintenir le dialogue, la communication, la motivation aussi, pour que donc ces personnes-là qui sont plus habilitées à cause de leur positionnement stratégique, donc à pouvoir mener les démarches nécessaires. Et c'est vraiment important que chacun se sente impliqué et se sente comme un vecteur pour pouvoir donc enclencher et mener ces discussions-là. Et puis, Internet continue d'évoluer de façon générale du point de vue technologique. On voit que les technologies évoluent, ne cessent de s'améliorer. Internet en lui-même évolue. Quand vous comparez le nombre d'utilisateurs il y a 5 ans tout juste et le nombre d'utilisateurs aujourd'hui, il n'y a vraiment pas photo. Donc, plus il y a d'utilisateurs, plus le besoin d'avoir des instances de serveurs racines est justifié. Et donc, au fur et à mesure qu'on est en train d'accroître je vais dire le parc d'utilisateurs Internet, eh bien, le besoin d'avoir des instances de serveurs racines le plus près de nous, le plus près de nos réseaux se justifie encore plus. Donc, on est dans un contexte où on doit justement maintenant, plus que jamais, mobiliser les ressources, aller vers les différents acteurs qui peuvent engager les différentes discussions. Et puis, bien sûr, la mise en œuvre d'un nouveau modèle de gouvernance devrait donc permettre une évolution significative dans la gestion globale du système de serveurs racines. Si tout va bien, donc le groupe de travail qui est à pied d'œuvre devrait d'ici, donc je pense que c'est fin janvier ou fin février 2022, selon le chronogramme qu'ils ont établi, eh bien, on doit pouvoir avoir donc une nouvelle entité de gouvernance du système de serveurs racines. Et puis, il y a quelques liens que j'ai laissés quand même pour ceux qui sont vraiment intéressés à en savoir davantage. Pour ceux qui veulent, par exemple, connaître un peu plus sur le fameux comité de conseil du système de serveurs racines, leur lien est là. Vous pouvez donc avoir accès à tous les documents, dont le fameux RSAC 037, par exemple, dont on a parlé. Il y a beaucoup d'autres documents qu'ils ont publiés. Par exemple, pour ceux qui sont informés, lorsque en 2018, il y a eu une activité majeure au niveau de la racine du DNS, qui était donc le changement de la clé de sécurité DNSSEC au niveau de la racine. Le RSAC a également fait un gros travail à ce niveau-là. Il y a eu pas mal de documents qui ont été publiés par le RSAC. Vous pouvez donc y accéder. Et puis, le fameux RSAC 23, version 2, qui est paru justement il y a quelques mois. RSAC 23, c'est un document qui retrace
l'histoire du système de serveur Racine dont on a parlé tantôt depuis 1983 où Paul Moka-Petris et John Postel ont défini le système et comment est-ce que ce système-là donc s'est multiplié, enfin, a grandi et est passé de un serveur jusqu'à plus de 1000 instances de serveurs aujourd'hui. Comment est-ce que tout ça s'est passé? Vous pouvez accéder à ce PDF-là. Il est très enrichissant et pour ceux qui sont férus d'histoire, je pense que vous serez vraiment très bien servis. Et puis, il y a un certain nombre d'autres liens également, ça et là, pour ceux qui sont intéressés. Pour ceux qui sont des techniciens qui gèrent des resolvers DNS parmi vous et qui sont intéressés par Hyperlocal dont on a parlé tantôt, vous pouvez aller lire le RFC qui parle de ça. Et il présente aussi, il a l'avantage de présenter aussi les configurations qu'il faut si vous êtes en train d'utiliser un resolver de type Unbound ou si vous êtes en train d'utiliser Bind ou Power DNS Recursive Server. Vous pouvez donc voir les configurations pour pouvoir essayer de déployer ça et voir comment ça marche. Sur ce, je pense que c'est la fin de la présentation donc de cette deuxième partie du fameux système de serveur Racine. J'espère que vous avez été comblés par les informations qui ont été apportées. Je suis sûr qu'il y a des questions. Je vais retourner donc le lead à Biba pour la coordination de la suite. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien, M. Yazid. C'était vraiment super. En tout cas, personnellement, j'ai aimé. Et donc, il y avait des questions dans le chat. Et il y a également des mains levées. Déjà, il y a une personne qui n'a pas compris. Voilà. Pour le serveur Dell. C'est Yves Prudent Irambona. J'espère avoir bien prononcé. Il dit, je n'ai pas compris, on travaille seulement avec les serveurs Dell. D'accord. Merci beaucoup, Yves Prudent, que je salue au passage. Toujours motivé dans la communauté. C'est un plaisir de te voir ici. Les serveurs Dell, comme je l'expliquais, chaque opérateur de serveur Racine, on va retourner sur les opérateurs de serveur Racine. C'était la présentation précédente, donc il y a 2 semaines qu'on a abordé ça. Voilà. On voit les 13 instances et les 12 opérateurs. Parce que si vous voyez bien le A et le J, c'est VeriSign. Alors, ce qui se passe, c'est que chacun, comme on l'a dit, chacun de ces opérateurs définit comment est-ce qu'il installe, comment est-ce qu'il déploie une instance de serveur Racine. Donc, si vous avez envie, par exemple, dans votre pays ou si vous travaillez chez un opérateur, si vous avez envie de déployer l'instance D de l'Université du Maryland, vous devez aller voir les exigences de D, root server. Et D root server peut vous dire, par exemple, ah, bon, moi, j'utilise uniquement des serveurs HP. Les serveurs doivent avoir forcément une adresse IPv4, une adresse IPv6. Donc, si vous n'avez pas IPv4 et IPv6 dans votre réseau, vous ne pouvez pas héberger une instance de D. De la même manière, le cas, par exemple, je vous ai dit, bon, ça, c'était juste un exemple que je vous donnais. Je n'ai pas les détails de D, mais cas, par exemple, dit, j'exige que vous ayez IPv4 et IPv6 dans votre réseau. Si vous n'avez pas V4 et V6, je ne peux pas déployer une instance K dans votre réseau. On a dit tout à l'heure que le L, lui, dit, moi, je ne déploie pas au niveau des points d'échange. Donc, c'est de la même manière que certains disent, moi, je déploie mon instance uniquement sur des serveurs Dell. Mais ça ne veut pas dire que tous les opérateurs exigent que ce soit avec des serveurs Dell. J'espère que la réponse est assez claire. D'accord, merci bien. J'espère qu'il aura bien compris ainsi que tout le monde. Maintenant, il y a El Hadji Daouda Diagne qui a raté, qui dit, j'ai raté la cartographie des serveurs Racine. Y en a-t-il au Sénégal? Combien? Ah, d'accord. Oui, il y en a au Sénégal. Si j'ai bonne mémoire, il y en a 4 au Sénégal. Alors, on peut aller, c'est peut-être le moment d'aller sur, je vais partager
mon écran. Tac, tac, tac. Root-server.org. Ah, oups, attention, je vous ai mis .net sur le chat. C'est .org plutôt. Autant pour moi. Donc, je vais faire le screen sharing et puis je vais faire ça. Voilà. Donc, vous voyez mon écran, vous voyez le site web root-server.org. Bien, bien. Super. Donc, quand vous allez là-bas, c'est exactement cette carte-là que vous allez voir. Et regardez, vous voyez déjà dans cet état-là, regardez, en Afrique, on a 30 plus 72. D'accord? Alors, quand je vais élargir les 146 qui sont au niveau du nord-est de l'Afrique, en fait, il y a certains qui sont, en fait, qui font partie de l'Afrique. C'est parce qu'il n'y a pas encore assez de zoom que c'est parti dans cette région-là. Mais vous voyez, en Europe, ils sont 235 serveurs ACID. D'accord? Donc, plus on est dynamique dans la région, plus on héberge des instances de serveurs ACID. Donc, vous faites juste le plus, d'accord? Et puis, vous allez voir les instances qui sont dans votre région. Et là, vous pouvez voir qu'au Sénégal, il y en a donc 6. Pardon, il y en a 4. Ouais, comme je disais tantôt. Donc, il y en a 2 en Gambie et puis il y en a 4 au Sénégal. Je pense bien il y a le F, le D, le L et puis le E. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Bien, merci, M. Yazid. Il y avait également la question de M. Bomba qui demandait, qui disait, j'aimerais savoir quels sont les soutiens que ICANN apporte à la communauté. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Est-ce que c'est les soutiens par rapport à l'hébergement de serveurs ACID ou c'est les soutiens de façon générale? Peut-être que… Monsieur Mamba, si vous pouvez répondre, ce serait l'idéal parce que là, il n'y a pas de précision, effectivement. Peut-être qu'il peut activer son micro pour poser sa question. Vous pouvez activer votre micro. Allô? Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, oui. Ah, ok. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, moi, quand il parle de soutien, il parle d'un soutien général. Vous parlez de soutien général par rapport à l'hébergement de serveurs ACID ou au-delà les soutiens que… Voilà, au-delà des soutiens. Alors, au-delà de l'hébergement de serveurs ACID, la communauté d'ICANN est une communauté ouverte. D'accord? Je pense que EVA et le FGI sont en train d'engager des discussions avec GSE Africa et très bientôt, vous aurez donc des présentations qui sont axées sur ICANN et la communauté d'ICANN. Et puis, vous allez donc apprendre… Cette conversation va être enregistrée. Oups, attention, je pense qu'il y a… OK. Donc, je disais tantôt qu'à travers ces présentations, vous allez apprendre qu'il y a un certain nombre de soutiens divers, variés, qui vont par exemple à la prise en charge de voyages pour participer à certaines réunions internationales. Mais on va aussi vous montrer qu'il faut être très actif pour pouvoir bénéficier de ces soutiens-là, de ces accompagnements. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. C'est l'équipe du GSE, donc de Yaovi Atomou et de Pierre Dandinou qui s'occupe de ça. Et je sais que le FGI est en train de mener des discussions avec eux pour que vous puissiez avoir des webinaires aussi dans ce sens. Merci. Merci. Il y a la question de M. Loga Daniel Mbandjog qui dit, est-ce que la grande présence de serveurs ACID dans notre continent ou dans nos pays peut contribuer à baisser le coût d'Internet au sein des utilisateurs? Alors, bon, ça, c'est une stratégie qui revient à l'opérateur. C'est vrai que quand on parle de trafic DNS, en termes de volume occupé dans, je vais dire, la bande passante globale, ce n'est pas beaucoup.
mais c'est quand même quelque chose. Donc, de façon directe et de façon, je vais dire intransigeante, on ne va pas dire que ça contribue directement à baisser les coûts. D'accord? Ça contribue par contre à améliorer la qualité d'utilisation parce qu'on perd moins de temps à avoir donc, les réponses aux requêtes. Voilà. Voilà. Il y a la main de Batili Samba du Mali qui est levée. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Batili. Merci pour la présentation. Merci. C'est vraiment enrichissant. OK. Moi, j'ai quelques questions. Je voudrais savoir, y a-t-il combien de pays africains qui gèrent leur domaine? Maintenant, leur domaine. Oui. Maintenant, le fait que aussi que nos domaines sont gérés aussi par des structures étrangères, je parle par exemple par les Occidentaux. Maintenant, quelles sont les conséquences à cela? Maintenant, ça c'est 2. 3, maintenant, je m'adresse à vous. Bon, quand je dis vous, je parle le fait que vous nous représentez à ICANN ou bien le rôle aussi des Afrilink. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a-t-il des projets? Maintenant, est-ce que vous avez des projets pour soumettre lors des sommets africains à nos gouvernants par rapport à cela? Parce que là, dans votre présentation, vous avez dit que le continent africain est très peu représenté ou bien a très peu de serveurs d'instances racines. Et moi, personnellement, je ne suis pas étonné. Ce n'est pas qu'on n'est pas dynamique ou bien on n'en a pas les moyens. Mais ils me disent, là, ce problème, c'est au niveau du gouvernement. Maintenant, est-ce que quelque part aussi, vous n'avez pas un rôle à jouer à ce niveau lors de nos sommets africains, de soulever ce genre de questions, en fait, de mettre l'accent beaucoup dessus, quoi, pour que nous, au moins, on puisse gérer aussi nos domaines et on puisse avoir un nombre conséquent de beaucoup de représentants aussi au niveau de ICANN ou bien au niveau de l'IANA aussi. OK. Merci beaucoup, M. Batili, pour vos questions pertinentes. J'ai juste loupé votre deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me la répéter? J'ai dit le fait que nos domaines sont, nos domaines sont dirigés, sont gérés par des structures étrangères. Je parle par exemple par l'Occident, par exemple. Oui. Et quelles sont les conséquences, l'inconvénient lié à cela? Okay. C'est ça la deuxième question. Merci. Okay. Merci beaucoup. C'est vrai que les questions ne sont pas directement liées à la présentation du jour, mais je pense que je vais quand même répondre à certaines d'entre elles. Alors, combien de pays africains gèrent leur domaine? Aujourd'hui, la plupart des CCTLD africains, lorsque vous dites combien de pays gèrent leur domaine, il faut savoir en fait que les CCTLD, c'est un peu plus délicat. C'est délicat parce que ICANN dit ça revient de la souveraineté de l'État, du pays en question. Donc, c'est à l'État en lui-même de pouvoir définir comment est-ce qu'il veut gérer. Est-ce qu'il veut confier à une communauté universitaire? Est-ce qu'il veut confier au régulateur? Est-ce qu'il veut confier à l'opérateur historique? Est-ce qu'il veut confier à un prestataire privé externe ou à un prestataire privé interne? Donc, il y a beaucoup de modèles économiques aujourd'hui à travers le continent et ce n'est pas d'ailleurs seulement à travers le continent, à travers le monde entier pour tout ce qui concerne les codes pays. Mais pour tout ce qui concerne les codes génériques, donc le point Africa, le point .com, le point .org, etc., ICANN a un contrat avec ces opérateurs-là qui sont des privés et ce contrat stipule un certain nombre de règles qu'ils sont obligés de respecter. Mais encore une fois, comme les codes pays font partie du patrimoine de la souveraineté de chaque État, une organisation internationale ne peut pas venir imposer une démarche.
Donc, il revient au pays de pouvoir s'organiser et de définir le modèle qui lui plaît. Je peux vous donner l'exemple Eva et Abiba sont là, peuvent aussi nous partager un peu l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, je pense que c'est au niveau donc du régulateur qui a un département qui gère le point CI. Au Bénin, c'est à peu près aussi pareil, seulement que le régulateur a dit, moi, je ne veux pas gérer ça directement. Donc, ils ont fait un appel d'offres public et puis des privés ont postulé. Ils ont essayé de souscrire ou de respecter le cahier des charges. Et puis, un prestataire privé a été retenu et c'est lui aujourd'hui qui gère le registre. Donc, les modèles varient d'un pays à un autre. J'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, c'est vrai que pour chaque modèle a ses réalités. Il n'y a aucun modèle qui soit parfait. L'homme lui-même n'est pas parfait, donc c'est normal que chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Alors, les modèles dans lesquels, ou le modèle dans lequel la gestion est déléguée à un prestataire extérieur, oui, si vous n'avez pas la maîtrise sur ce prestataire-là, s'il n'y a pas un cahier des charges bien élaboré qui définisse je vais dire, les droits et devoirs de chacune des parties, ça peut très vite devenir compliqué. Donc, encore une fois, il n'y a pas de modèle parfait et chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Enfin, troisième question, les projets pour les gouvernements. Nous, en tant que ICANN, on ne peut pas venir imposer quelque chose. ICANN, d'un autre côté, dit, nous sommes la communauté, tant que vous nous sollicitez, on peut travailler avec vous. D'ailleurs, c'est avec le FGI Côte d'Ivoire qu'on est en train de faire ce webinaire actuellement. D'accord? Ce midi, on était avec Afrinic, d'accord? Où on a fait la version en anglais de ce même webinaire avec la communauté sur le continent. Donc, c'est ce que nous pouvons faire. Il revient aux différents États de pouvoir prendre conscience qu'il y a des entités, je vais dire des organisations qui travaillent pour Internet et de collaborer donc avec eux pour pouvoir tirer le maximum d'avantages pour eux. Sinon, vous voyez, il y a combien de pays dans le monde? Plus de 200. Si on devrait travailler individuellement pour chaque pays directement, ça va être compliqué. Mais on est là de façon, et on risque de faire des jaloux. Donc, on est là de façon neutre pour le fonctionnement global d'Internet. Et on dit, un pays qui comprend l'intérêt ou l'avantage de la chose peut nous solliciter à tout moment. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour les recherches ou pour les publications ou pour des projets de façon neutre, on en présente régulièrement. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de Afrinic qui a un projet qui permet d'accompagner les opérateurs qui décident d'avoir une instance de serveur Racine. Parce qu'ils n'ont pas de l'argent, ces opérateurs-là, ils peuvent donc aller vers Afrinic et dire « Afrinic, je suis un opérateur dans tel pays, je veux bien héberger une instance de serveur Racine, je n'ai pas de l'argent, j'ai entendu parler de votre programme, est-ce que je peux en bénéficier ?» Et puis, on discute, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, dans la session de ce midi, Afrinic nous disait et disait à la communauté que eux aussi, avec leur budget, ils ne peuvent supporter que 5 déploiements au maximum d'instances de serveurs Racine par an. Je vous disais tout à l'heure qu'un serveur, c'est environ $2000. Donc, vous comprenez que leur budget aussi, en fonction de ce qu'ils ont, ils savent qu'ils sont capables de pouvoir donc, accompagner 5 opérateurs au maximum. Donc, voilà des projets concrets qui existent et pour peu que la communauté en est informée, on peut en bénéficier. J'espère que j'ai répondu à votre question, M. Bati. OK, merci bien, Yazid. Et là, nous avons 2 questions qui viennent d'abord en premier, Lambert Niyungeko, j'espère avoir bien prononcé. Est-ce que le choix d'opérateur est-il libre ou bien il y a des opérateurs dédiés pour les régions? Non, il n'y a pas d'opérateur dédié pour les régions. J'espère que vous parlez bien des opérateurs de serveurs Racine, les 12. Il
il n'y a pas d'opérateur pour les régions. Donc, si vous regardez, vous avez encore la carte de l'Afrique au niveau donc, du root server. On peut repartir dessus. Vous allez voir qu'il y a le E, il y a le L partout, il y a le D partout. Donc, il n'y a pas de région particulière pour un opérateur, non. OK. Il y a également Daniel Loga qui demande, est-ce que tous les serveurs Racine dans le monde sont sous l'administration d'un même logiciel d'application? Non. Chaque opérateur de serveur Racine a sa manière de déployer son instance et d'utiliser le service ou l'application logicielle DNS qu'il souhaite. Je sais qu'au niveau d'ICANN, pour le L, root server, nous utilisons, j'ai oublié le nom de l'instance que nous utilisons, mais de l'application que nous utilisons, mais c'est disponible sur le site web. Vous pouvez donc aller là-bas et puis vous allez voir l'application qui est utilisée dans le cadre donc, de L root server. Je pense que c'est OK. je me souviens plus trop bien. D'accord. Donc, comme il a dit, on ira sur le site pour chercher. Dernière question. Je peux être en train de regarder ça pendant qu'on est en train de répondre aux questions aussi. C'est ça. D'accord. Nous avons une question qui vient toujours de M. Yves Prudent. Oui. Il demande, est-ce que si un opérateur local héberge une instance de serveur DNS, est-ce qu'il y aura un avantage à la population locale qui ne sont pas connectés via cet opérateur s'il n'y a pas un point d'échange Internet qui relie les différents opérateurs? Ou bien ce sont seulement les abonnés de cet opérateur qui vont bénéficier des avantages de ce serveur Racine? OK, très bonne question. Très bonne question. Par exemple, pour ICANN, d'accord? ICANN dit, moi, je n'héberge pas mon instance au point d'échange Internet. J'héberge forcément chez un opérateur ou bien, par exemple, dans une université. Mais ICANN dit, ce n'est pas parce que j'ai hébergé chez vous que c'est vous seul qui allez utiliser. Non. Vous laissez tous les autres opérateurs de la région à pouvoir y accéder également. D'accord? Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Donc, ce n'est pas parce que c'est installé chez un seul opérateur que c'est l'opérateur tout seul qui en bénéficie. Non, la communauté autour de cet opérateur aussi en bénéficie. OK. Donc là, nous sommes au terme des questions parce que jusque-là, je n'ai plus de main levée. Je réponds à la question de tout à l'heure qui parlait du logiciel. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, c'est NSD que ICANN utilise. C'est NSD que ICANN utilise. Pour ceux qui connaissent NSD ou KNOT, DNS, d'accord, qui est une application logicielle qui est définie par les gars de la République tchèque. Donc, voilà les applications. Oui, NSD. Voilà les deux applications que ICANN utilise, le L-Root Server utilise. Donc, je vais vous copier le site web sur le chat. Voilà. Donc là, vous avez en fait tous les détails sur ICANN Manage Root Server. OK. Merci bien, M. Yazid. Il y a Eva qui a une information à donner. Donc, Eva, tu peux y aller. Bonsoir à tous. Vous m'entendez, j'espère? Oui, Eva, nous te recevons. Oui, très bien. Merci à Yazid, merci à... Eva, si tu permets, pendant que tu passes ton message, je veux juste lancer le poll pour avoir quelques retours. Voilà, bien sûr, pas de problème. Donc, bonsoir à tous. Participants, vous voudrez bien remplir le questionnaire qui est juste sur votre écran, s'il vous plaît. C'est pour pouvoir m'améliorer pour les présentations prochaines. Merci. Eva, à toi. Merci beaucoup, Yazid. Merci, Yazid, pour la présentation. Je n'ai pas pu être à 100% avec vous aujourd'hui parce que je suis sur un autre fond.
Je remercie Aliva pour la modération. J'espère que vous avez pris plaisir à assister à ce webinaire. Alors, toujours dans le cadre des renforcements des capacités avec l'ICANN, le 27 octobre, nous aurons un webinaire sur le fonctionnement de la communauté. Voilà, comment est-ce que la communauté de l'ICANN, les différentes communautés de l'ICANN fonctionnent, les groupes de travail, comment pouvoir interagir ou intégrer ces groupes de travail, comment participer à l'élaboration des politiques de l'ICANN. Et on aura M. Yaovi Atoun, voilà, qui sera l'expert de l'ICANN qui viendra nous présenter un peu la communauté et vous pourrez poser des questions, comprendre un peu comment l'ICANN fonctionne et en tant que ministère ou structure ou direction du système informatique, vous pourrez aussi voilà, bénéficier ou être à même de pouvoir être plus actif au niveau de la communauté ICANN de l'Afrique. Faut dire que ces séries de formations viennent pour renforcer un peu la participation francophone des Africains au niveau des instances de l'ICANN. Donc, vous pouvez vous abonner à nos différents canaux, Facebook, Twitter, ou encore envoyer un email, voilà, pour avoir les différents liens d'inscription qui sera disponible en fin de semaine. Vous pourrez vous inscrire, récupérer votre jeton pour participer au webinaire. C'était l'essentiel des informations. Et pour ceux qui se trouvent en Côte d'Ivoire, rendez-vous le 10 octobre pour le dialogue citoyen sur l'avenir de l'Internet au plateau au 24e étage de l'immeuble Postel. Merci et bonne soirée. Merci Eva. Il y a M. Batili Samba qui n'a pas bien compris l'information qui a été donnée. Donc, elle va donner l'information du 27 octobre. Je dis que le 27 octobre, nous aurons un webinaire sur le fonctionnement de l'ICANN. Comment est-ce que les différentes instances, la communauté de l'ICANN fonctionne. Et M. Yaovi Atoun viendra nous faire cette présentation pour nous présenter les différents groupes de travail en tant qu'utilisateur, en tant que groupe, en tant que ministère. Comment est-ce que vous pouvez interagir ou vous participer à l'élaboration des politiques de gestion de l'ICANN. Et ça sera le 27 octobre à 15h30. Bon, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Merci Eva. Monsieur Batili, j'espère que vous avez reçu. Voilà, il dit OK. Donc là, on va remercier notre formateur, notre enseignant pour ce brillant exposé. Et puis, merci également à tous pour votre participation. Ça a vraiment été une très belle journée, sinon on va dire un très beau après-midi. Voilà. Donc, portez-vous bien surtout. Merci, Monsieur Yazid. Merci beaucoup à vous tous. Merci à tous ceux qui ont répondu également au poll. C'est bien de savoir que vous êtes satisfaits, mais on veut encore faire mieux. Donc, si vous avez des sujets particuliers que vous souhaiteriez également avoir, n'hésitez pas à remonter l'information donc auprès de Eva ou de Habiba ou du FGI en général. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on vérifie si ça va dans je vais dire dans la droite ligne des opérations d'ICANN ou si il faut vous mettre en contact avec d'autres entités de la communauté. Le but étant, comme Eva l'a dit tout à l'heure, de permettre vraiment à la communauté francophone de mieux comprendre comment Internet fonctionne, que ce soit les techniques, de mieux comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne et comment tout ça est lié entre eux pour qu'on puisse mieux contribuer au fonctionnement d'Internet parce qu'on est juste des consommateurs, mais on devrait aller au-delà de la simple consommation. Donc, merci beaucoup et puis rendez-vous la prochaine fois. Merci. Oui, Eva. Désolée, je vais juste rajouter quelque chose avant qu'on puisse terminer. Vous aurez les enregistrements et
les présentations, les différentes présentations. La présentation, pardon, que Yazid a faite. Le problème, c'est qu'on vous envoie en fin de semaine, c'est-à-dire à partir du vendredi ou du samedi, on vous envoie des notifications pour pouvoir télécharger l'enregistrement et aussi la présentation. Mais la plupart du temps, le mail va dans la partie notification, pour ceux qui ont les adresses chez mail. Donc, il faudra aussi vérifier dans la partie notification si vous recevez ou ne recevez pas les mails comme vous le pensez. À défaut, vous pouvez nous relancer sur la boîte d'information du FGI que Abiba va mettre dans le chat. Donc, à partir du lundi, vous pourrez avoir la vidéo enregistrée sur la page YouTube du FGI. Donc, si vous avez des préoccupations, la boîte d'information est ouverte. Vous pouvez à chaque fois écrire, vous aurez quelqu'un pour vous répondre dans les 24 heures. Merci beaucoup. Et avant de finir, pardon, n'oubliez pas surtout d'inviter. Voilà, c'est important. Si vous avez aimé le webinaire, si vous avez apprécié le contenu des formations que nous donnons, s'il vous plaît, invitez des collaborateurs qui pourraient être intéressés par ces informations, comme par ces formations. Parce que ce qu'on vise aujourd'hui comme objectif, c'est de communiquer au maximum et de surtout inciter la communauté francophone à plus participer à ces rendez-vous africains, à ces rendez-vous continentaux, régionaux sur les politiques de gestion des ressources Internet, l'ICANN et l'Afrique, pardon. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à inviter, à partager le lien d'information quand on vous l'envoie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci. C'est ça, portez-vous bien.